ils ont pris ces ordinateurs et ils les ont câblés un peu différemment, ils ont reprogrammé et ils ont créé, ils ont mis des raquettes ensemble, ils ont fait des petits vaisseaux spatiaux et les jeux vidéo sont nés comme ça. Donc on va entamer la préhistoire des jeux vidéo, c'est ainsi que ça se prénomme bien sûr. Donc nous sommes en 1958 et un ingénieur qui s'appelle William Botham, qui travaille dans une université, un laboratoire d'université aux États-Unis, eh bien il est exactement dans ce cadre-là, il s'ennuie, vraiment il s'ennuie dans son laboratoire et il dit à ses collègues, bah, écoutez, on va prendre les machins qu'on a à côté de nous, là, les ordinateurs, etc. On va essayer de s'amuser, on va créer un jeu vidéo. Et ce jeu vidéo, c'est Tennis for Two. Tennis for Two, c'est une espèce de pompe, mais finalement vu de côté. Et vous avez une vidéo qui arrive juste derrière, et juste pour la forme, elle vous paraîtra très propre, parce que bien sûr, ce n'est pas une vidéo de 1958, il ne faut pas exagérer, c'est une vidéo datant des années 2000, pour laquelle finalement, ce fameux laboratoire qui en 1958 avait créé finalement le premier jeu vidéo, ont remis ensemble tout le matériel nécessaire, et ont recréé exactement la même expérimentation. Donc là voici, un petit peu fort. À l'époque, en 1958, finalement, la télévision, ça n'existait quasiment pas. Mais de toute façon, les ingénieurs qui donnaient naissance au premier jeu vidéo n'avaient même pas imaginé qu'on puisse connecter un ordinateur sur une télé. Ça viendra beaucoup plus tard. Donc on va essayer l'oscilloscope, qui est un instrument scientifique, et les premières manettes du monde du jeu vidéo, les premières manettes de l'humanité, qui sont finalement très proches de celle de Pong, à savoir une espèce de potentiomètre avec un bouton. Voici Tennis for Two. Donc ce fameux jeu de tennis dans lequel on peut déjà jouer à 2 joueurs et qui est vu de côté, de profil. Bien évidemment, en 1958, il n'y avait pas de puce, il n'y avait pas de microprocesseur, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que des transistors et encore. Et vous voyez ici des relais électromagnétiques. C'est ce qui sera remplacé quelques années plus tard par les transistors. Donc c'est dire qu'on était à la fois dans les prémices de l'informatique et surtout bien sûr dans la préhistoire du jeu vidéo. Mais le problème de Tennis for Two, c'est que c'était malgré tout une expérimentation, à savoir que son géniteur, Olivier Botham, ne pensait même pas qu'on puisse un jour commercialiser son œuvre. Une capacité mémoire, et il est même doté d'un écran graphique. Et quand il voit ça, eh bien, ces 3 étudiants se réunissent et se disent ça serait vachement bien qu'on travaille ensemble pour créer quelque chose, parce qu'ils ne savent pas que ça s'appelle encore un jeu vidéo, bien sûr, pour créer un programme interactif, ludique, dans lequel il y a des petits vaisseaux qui vont se combattre. Et effectivement, Space War, qui est finalement l'ancêtre, on va dire le véritable ancêtre des jeux vidéo qui vont suivre très rapidement, est le fruit de la concaténation de 3 programmes. Vous avez un programme qui était ici d'un ingénieur, qui était une simulation d'étoiles, c'est-à-dire que vous avez des planètes, et puis il y a une force d'attraction, et tous les objets qui s'approchaient d'une planète étaient absorbés. Vous allez vers la planète. Un autre avait créé une simulation de déplacement de petits vaisseaux spatiaux, et le troisième, il avait fait une espèce de mix entre les deux, pour faire en sorte que les 2 programmes puissent communiquer. Et Space War est né ainsi. C'est une simulation de vol spatial, on va dire, où 2 petits vaisseaux, un petit peu à la Star Trek, vont finalement se battre entre eux autour d'un champ d'étoiles. Donc vous avez ici également une vidéo qui a été refaite, c'est-à-dire sur le même matériel, remis à l'état neuf, Space War qui tourne ici quasiment à l'identique que en 1962. Et les 2 petites taches lumineuses sont bien évidemment les vaisseaux spatiaux qui gravitent autour d'un soleil, vous le voyez au centre de l'écran, et qui doivent s'envoyer des petits missiles, hein, c'est vraiment Star Trek, pour marquer un score. Le gros plan sur un petit vaisseau, ce qui est important, enfin intéressant, c'est qu'à l'époque, on ne parlait pas encore de bitmap, je ne sais pas si ça vous sonne pour vous, mais en gros il n'y avait pas de pixels, on dessinait les images sur un écran d'ordinateur, on dessinait des traits. C'est pour ça qu'on appelle ça un affichage vectoriel. C'est qu'on peut dessiner que des points ou des traits lumineux, c'est tout. Et puis en voyant cela, il y a des gens qui se sont dit, notamment quelqu'un qui allait devenir célèbre, qui s'appelle Nolan Bushnell, qui s'est dit mais c'est quand même génial hein, ce qu'ils ont fait dans ce laboratoire, dans cette université en 1962, ça serait quand même vachement bien d'essayer de le commercialiser. C'est la première fois que quelqu'un s'intéressait à la fois aux jeux vidéo et surtout au fait qu'on pourrait peut-être commercialiser du vidéo et faire en sorte que le grand public puisse y jouer. Et pour qu'ils puissent y jouer, ils ont réfléchi finalement à essayer de réduire tous les composants techniques du PDP-1, ce mini-ordinateur, et ils ont créé ainsi la première borne arcade du monde,
ici, la Computer Space, qui est une borne finalement qui est assez connue, assez célèbre, du fait qu'elle a un design vraiment très particulier. Cette image-là, avec la fameuse blonde à côté dans sa robe très 70s, elle a vraiment fait le tour du monde. Et c'est un jeu vidéo qui ressemble beaucoup du coup à Space War, mais finalement, on le voit plus ou moins sur l'image qui est ici. Il y a une espèce de pupille de commande, et en fait il y a plein de boutons. C'est super complexe. Et c'est un jeu vidéo qui, effectivement, a été créé par des ingénieurs, et finalement, c'est un jeu vidéo qui s'adresse à des ingénieurs. Et le grand public, finalement, ne s'y reconnaîtra pas, n'essaiera même pas à Computer Space, parce que pour eux, ça ne signifiera rien, ils ne pourront même pas y jouer, ils ne comprendront rien. Et donc, c'est un mythe commercial. Donc, c'est le premier essai de commercialisation, et c'est le premier flop commercial du jeu vidéo. Voici une petite vidéo d'un film que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Le Soleil Vert. Donc il est intérêt de trouver un excès de film, ainsi que bien sûr l'état de conservation de la bobine est fantastique. Donc on a une très très bonne image. Et donc madame est en train de jouer à un Computer Space original, la fameuse blonde, au look vraiment très bleu design. Finalement, de ce premier essai finalement d'essayer de commercialiser le jeu vidéo et de donner accès au grand public au jeu vidéo, il y a notamment des gens comme Nolan Bushnell qui vont continuer de réfléchir et qui vont essayer de récupérer des concepts ou d'inventer des concepts pour faire en sorte de créer des jeux vidéo assez simples pour que le grand public puisse se les accaparer. Et 1972, c'est très important parce que c'est l'année finalement de la création de la première console de jeux familiale du monde. Vous allez la voir, qui s'appelle la Fairchild Odyssey. C'est également l'année de naissance de microprocesseurs chez Intel. Et la Maniabox Odyssey, la voici. La Maniabox Odyssey, donc c'est la première console de jeu, c'est une console de jeu que vous voyez là, avec ces deux manettes. Ça ressemble pas à grand chose, mais ce sont quand même des manettes. Et non seulement c'est une console de jeu, bien sûr, qui a lancé toutes les autres finalement, mais c'est une console de jeu qui dispose déjà de plusieurs jeux. Vous avez ici une espèce de cartouche que l'on voit ici. Voilà. Et finalement, vous aviez déjà, lorsque vous achetez la machine, à peu près une douzaine ou un peu plus de cartouches qui vous permettaient de changer les jeux. Bien évidemment, cette console, comme on est à l'aube finalement de l'invention des microprocesseurs et donc des processeurs graphiques et tout ce qu'on connaît encore de nos jours, elle dispose absolument pas de tout ça. Elle dispose que de composants électroniques qu'on dit simples, comme des transistors, des condensateurs. Et donc, elle n'est pas capable de générer une image compliquée. En gros, elle n'est capable que de dessiner des points lumineux sur un écran de télévision. Mais c'est déjà énorme. Et finalement, son concepteur, qui est Ralph Baer, un Américain, lui travaillait sur ce principe-là depuis 1966. Et son concept, il est tout simple. Mais c'est bien évidemment pour cela qu'on lui reconnaît la paternité du jeu vidéo familial, le jeu vidéo que l'on connaît tous maintenant. C'est parce que dès 1966, il avait voulu faire en sorte que la télévision devienne interactive. La télévision, c'est un moyen très simple de communiquer de l'information. Bien sûr, la majorité des foyers, notamment aux États-Unis, en 1966, a été déjà équipée. Et lui, il avait déjà une vision d'aller au-delà. Il voulait rendre donc cette télévision interactive. Et il avait, depuis 1966, il avait créé donc un prototype de cette console de jeu qui s'appelait la Box. Il avait vraiment mûrement réfléchi à brancher les composants ensemble qui allaient rendre cette télévision interactive. Et il lui a fallu en fait 6 ans pour que quelqu'un, un constructeur, en l'occurrence ici Maniabox, accepte finalement de prendre le risque de commercialiser la première console de jeux vidéo. C'est-à-dire que c'était tellement novateur, bien évidemment, que personne ne croyait que ça pourrait être un succès. Et malgré cela, malgré le fait que ce soit la première console de jeu, il ne s'en est vendu que 100 000. Et pourquoi ?